Nous allons donc entamer notre table ronde avec deux témoignages et un responsable de la CGPME. J'appelle Élie de Traviesco à la CGPME donc à venir me rejoindre, ainsi que Mathieu Gilles chez Telstar et Cyril Beauchamp, la société Tente. Voilà. Bonjour messieurs, merci de me rejoindre. Bonjour. Bonjour Monsieur Gilles, je vous retrouve. Comment allez-vous? Mettez-vous là. Moi je vais me mettre au milieu et puis Monsieur Beauchamp, c'est ça. Je vais me mettre parmi vous. Alors, on va faire une petite table ronde un peu sur des témoignages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris donc des sociétés qui sont relativement ou totalement d'ailleurs dans l'économie traditionnelle et qui sont confrontées donc à la problématique évidemment de leur transformation. Et puis Élie de Traviesco, donc vous suivez les NTIC pour la CGPME, et donc vous aurez un peu l'occasion de nous dire de ce que vous en retenez, quelles sont les remontées qui vous sont faites par les entreprises, par les PME qui sont dans cette démarche-là, et puis peut-être ce que vous pouvez leur proposer. Allez, Mathieu, nous allons démarrer avec vous. Mathieu Gilles, PDG de la société Telstar. Telstar, c'est une entreprise familiale, vous me dites si je me trompe, troisième génération, attrape 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas rien. En même temps, vous faites de la vente ou de la location de matériel de pompage pour les chantiers. A priori, on est quand même loin de la transformation. Ah, nous sommes très loin de la transformation. Nous sommes dans un métier de terre, d'eau, de poussière, de bruit, de glaise. Et je vous passe, pour le plus propre, je vous passe le reste. Ouais. Alors, on en est loin, oui, dans notre métier au quotidien, dans ce que nous faisons. On en est très proche. Dans notre mode de fonctionnement et avec nos clients, parce que nous on ne s'est pas posé la question, on l'a déjà entamé, et si on ne l'avait pas fait, nos clients de toute façon nous auraient poussé à le faire. Alors par exemple, vos clients attendent quoi? Ils attendent, j'imagine, du reporting, d'avoir la situation la plus claire de votre entreprise, et évidemment, ça veut dire que c'est par les outils numériques que vous pouvez les satisfaire. Alors nous aujourd'hui, nos clients, on a deux types de clients. Nous avons l'utilisateur de notre matériel qui lui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui livre pour hier un matériel que nous n'avons pas forcément disponible, mais urgemment parce que l'eau monte sur son chantier. Lui, le reporting, le numérique, tout ça, il s'en fiche. Oui. Le problème, c'est que pour toucher ce client, on est contraint de passer par des services achats ou de grandes entreprises qui, elles, attendent tout à fait autre chose. Elles attendent effectivement un suivi un suivi des commandes, un reporting trimestriel avec le nombre de produits loués, vendus, combien de temps, sur quel chantier, à quel prix, vis-à-vis de quelle personne. Et ça, aujourd'hui, je vous donnais, quand on a discuté l'autre jour, je vous disais que nous, on sort à peu près 2000 factures mois. Ces 2000 factures, il faut pouvoir les analyser. Si on n'a pas un outil performant et un outil de reporting performant, impossible à analyser. Les concurrents sont déjà globalement sur la transformation ou pas, vous avez l'impression? Alors nous, on a une petite chance, c'est qu'on est sur un marché de niche. Oui. On est même sur une micro-niche où nous sommes très peu nombreux. J'ai un concurrent de taille qui est à peu près équivalente à la mienne. On est à peu près sur le même mode de fonctionnement. C'est plus difficile pour les petits entrants. C'est vrai que pour nous, l'avantage de ça et d'avoir fait cet effort, c'est que c'est un frein assez important à l'entrée de nouveaux concurrents, parce qu'il faut pouvoir analyser toutes ces informations qui sont nombreuses. On récupère énormément d'informations du système informatique. Ouais. Alors, Cyril Beauchamp, directeur financier et DSI de la société Tente. Tente, c'est une société allemande, malgré son nom, mais donc vous êtes la filiale française et notamment vous faites notamment de la distribution, mais aussi un peu de montage. Et c'est en fait le leader européen, je crois, ou peut-être mondial, je ne sais plus. Alors, on est leader français, second européen, second européen, mondial. Oui, il reste modeste, c'est second mondial de tout ce qui est, alors un autre marché niche, les roulettes, les roues, et on en passe, les roulettes par exemple pour les lieux hospitaliers, etc., c'est ça? Voilà, il ne faut pas confondre avec les casinos et les dentistes, il s'agit des roulettes qu'on trouve sous les chariots de supermarché, sous les valises, etc. Et sous les lits d'hôpitaux, etc. Sous les lits d'hôpitaux, par exemple, voilà, absolument, sur tout ce qui est hospitalier, nous sommes très largement leaders. Et ça, c'est dû à la qualité de nos produits. Alors vous aussi, une vingtaine de millions de chiffre d'affaires, c'est intéressant, un peu plus de 27 millions, je crois. C'est ça. Mais voilà, une belle entreprise française, une belle PME qui appartient aussi à une belle ETI allemande, et on sait combien les Allemands sont très forts dans ce genre de domaine. D'un point de vue d'organisation interne,
En quoi la transformation impacte votre organisation interne? Ou va l'impacter? En fait, d'abord, il faut savoir que nous sommes avant tout des distributeurs, donc on a une activité qui est principalement commerciale. Oui. Cette activité commerciale, ça signifie qu'on développe de plus en plus des outils marketing, mais des outils pour nos commerciaux. Et donc, on va avoir besoin de plus en plus de connaître nos clients. Connaître nos clients, sachant qu'on a des clients très, très variés. Les roulettes, vous l'avez remarqué, ça se trouve un petit peu partout. Et il faut pouvoir bien comprendre ce qu'on appelle leur pain, c'est-à-dire leurs difficultés, pour y répondre. Donc on passe par le fait de récupérer beaucoup d'informations sur nos clients. Ça, c'est la première chose. Et puis lorsqu'on a identifié la difficulté que peuvent avoir nos clients, le pain de nos clients, on va essayer d'y répondre. Notre objectif, c'est d'offrir un service 5 étoiles à nos clients. Donc ça veut dire d'être capable, quelle que soit leur problématique, d'y répondre. Alors, y répondre, on a compris il y a quand même quelques temps que la trésorerie chez eux était très importante, elle est aussi chez nous, était très importante. On a donc mis au point des outils, on a développé des outils qui permettent de les livrer très rapidement de façon à ce qu'ils limitent leur stock. Et je vous apprends rien vous savez que des stocks, c'est de l'argent immobilisé, donc c'est améliorer leur trésorerie. Ça, c'est toute une organisation pour vous et évidemment des outils qui doivent être à la hauteur. Voilà, et ce sont des outils qui sont à la hauteur, donc ce sont des outils informatiques qui nous obligent bien sûr nous-mêmes à suivre parfaitement l'état de nos stocks, l'état des commandes, les produits qui tournent, les produits qui ne tournent pas, etc. Donc ça c'est du développement informatique. Les utilisateurs ne voient pas forcément, mais qui sont et ça, c'est un impact donc en organisation interne, bien évidemment. Et c'est un impact très fort sur l'organisation interne. Ouais. Vous aussi, Monsieur Gilles, vous avez cette problématique évidemment de la transformation en interne. Vous aussi, même question, comment êtes-vous impacté par la transformation numérique en interne? Dans le deuxième temps, on parlera un peu de la digitalisation d'un point de vue commercial, bien évidemment. L'impact en interne, il est assez fort, mais c'est principalement de la gestion du changement. C'est-à-dire que nous avons des équipes qui sont depuis très longtemps habituées à travailler avec des outils numériques. Donc on n'a pas tellement de problèmes. La vraie difficulté, ou le challenge que l'on a aujourd'hui, à mon sens, porte sur l'ergonomie et l'interface. Je vous explique. Donc ma société existe depuis 50 ans, on a des ordinateurs depuis longtemps, on est passé, je crois que le premier ordinateur était un Thomson, on a eu pendant très longtemps un AS400 avec un bel écran noir écrit en vert fluo au-dessus, c'était super. On faisait tout ça au clavier, la souris est arrivée. Bon, c'est très bien, aujourd'hui on a un outil... Vous avez du CRM, évidemment. Nous sommes Microsoft des pieds à la tête, on a Navision, on a le CRM, on a tout ce qu'il faut, impeccable. Je suis certifié, pas de problème. Le petit problème que l'on a, c'est que les utilisateurs qui jusqu'à présent étaient habitués à travailler avec effectivement un écran, une souris, ces utilisateurs-là ont un petit peu vieilli. Et ceux qui arrivent aujourd'hui, eux, ils ont été habitués à travailler avec des tablettes, parce que ça aille vite, à avoir de l'information directe qui arrive sur leur écran. Et quand on les met en face des outils qui nous sont aujourd'hui proposés, on a parfois un petit peu de mal. Et il y a un décalage, ils veulent de l'intuitif, c'est ça? Et il faut, si vous voulez, les outils que l'on obtient, encore une fois, fonctionnent. La difficulté, c'est de les adapter à notre métier de tous les jours. Quand on développe un outil informatique, on le fait avec un prestataire, il fonctionne, il est validé dans une salle de réunion avec des formateurs, des gens qui sont là. Moi, l'utilisation chez moi, l'outil doit être utilisé par un gars qui est entre un chariot élévateur et un bout de bureau en train de porter du matériel, ou par un commercial qui est en mobilité. Donc aujourd'hui, la vraie transition doit se faire, à mon sens, sur la façon dont on les utilise et sur un énorme travail sur l'ergonomie. Ça, on est où, avant que je ne passe la parole à Élie, qui va pouvoir réagir un peu sur ce que vous avez entendu, en termes déjà d'organisation interne et comment la CGPME voit les choses. Qu'est-ce que vos équipes en interne, ils sont prêts, ils sont giving, comme on dit, il y a eu des réticences à surmonter. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y avait des états d'esprit, au contraire, ils étaient de plus en plus nés dans le digital, avec les nouvelles générations, et puis ils veulent du rapide et de l'intuitif, et donc des interfaces qui suivent. Alors effectivement, là, on est un petit peu sur de la gestion du personnel. Il faut faire passer ces idées nouvelles, il faut que ce soit suivi.
Alors heureusement, on a une très bonne communication avec nos salariés. Ils sont très moteurs. D'ailleurs, les gens qui travaillent pour nous restent dans l'entreprise et restent très longtemps parce qu'il y a un état d'esprit il y a un état d'esprit dans notre entreprise qui est de la modernité. Donc on n'a pas énormément de réticence. On en a bien sûr toujours un petit peu puisqu'on n'est jamais 100% de la population qui va accepter de suivre. Mais lorsque vous avez une majorité de personnes qui a l'état d'esprit, le reste généralement arrive à suivre avec toujours, j'insiste, des locomotives et puis des wagons. Voilà, mais on a pas mal de locomotives. On a pas mal de locomotives, oui. Je vais rebondir sur un mot qui a été dit tout à l'heure. Il m'excusera, je me souviens plus de son prénom, de la personne qui nous a fait la présentation, sur le fait que ça doit venir de la direction. Si ça ne vient pas de la direction, c'est Pierre-François. Oui. Pierre-François, ouais. Un très bon exemple. Depuis que je contacte mes collaborateurs par Skype, comme par hasard, tout le monde est branché sur Skype. Je l'ai fait une fois, 2 fois. La 3e fois que la personne m'a dit je comprends pas, vous m'avez pas appelé. Je dis si, je vous ai appelé par Skype. Je veux vous dire que maintenant tout le monde est sur Skype. Bon, ça c'est l'impulsion donc du chef d'entreprise qui a toujours raison, même quand il a raison, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, allez. Toujours. Alors, Élie Traviesco, là, à la CGPME, qu'est-ce que ça vous inspire déjà, avant qu'on parle un peu des sujets qui vous intéressent et auxquels dont vous voulez sensibiliser les PME et vos adhérents. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ces 2 trajectoires déjà, d'un point de vue interne, c'est-à-dire le matériel, hein, pour répondre aux questions, aux attentes des clients, voire des fournisseurs d'ailleurs, et puis le personnel qui suit plus ou moins, mais enfin qui a l'air quand même de suivre. Dans ces 2 cas de belles PME. Hein. Alors, dans ces 2 cas de belles PME, tout d'abord, merci pour avoir invité la CGPMO aujourd'hui à venir témoigner. Oui. Et je vous prie de m'excuser pour ne pas avoir pu assister aux échanges depuis ce matin. Et pour revenir sur la question, donc, ça nous inspire ce que l'on voit depuis 2 ans, je dirais, à la CGPME. Vous l'avez très bien exprimé, à partir du moment où le patron montre l'exemple, les employés suivent. Donc en termes de transition numérique, aujourd'hui la CGPME s'est inscrite dans des actions de sensibilisation des chefs d'entreprise, parce qu'on ne peut pas parler de transition numérique sans expliquer à un chef d'entreprise qui est inscrit dans une économie dite traditionnelle des tenants et des aboutissants d'une transition numérique. À partir du moment où il va comprendre les avantages qu'il peut avoir au sein de son activité, il sera plus en mesure de mieux communiquer en interne et de ainsi favoriser la transition numérique. Donc, les 2 exemples montrent très bien que la transition numérique ne peut se faire qu'à partir de ces 2 niveaux, c'est-à-dire le premier niveau au niveau de la direction générale, pour après redescendre sur les employés de la société. Oui, mais alors ça me fait penser. Alors eux, ce sont des contre-exemples parce que je pense qu'ils sont. Vous aimez la technique, vous êtes branché technique, vous aimez ça, mais il y a quand même beaucoup de patrons de PME qui, a priori, bon, c'est leur affaire. Il y a un certain âge, il y a des générations, etc. Dans des métiers parfois où on est effectivement encore plus loin que vous, messieurs, de ce qu'on pourrait croire la numérisation, et qui sont quand même assez rétifs ou réticents, qui n'ont peut-être pas l'expertise. Qu'est-ce que vous leur dites, Élie ? Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, 2 économies s'opposent, entre une économie dite traditionnelle et une nouvelle économie dite économie de start-up. Oui. Alors si on se concentre sur l'économie traditionnelle, aujourd'hui c'est plus une question de ressources de temps à dégager pour les chefs d'entreprise pour prendre le temps de comprendre les enjeux de ces nouvelles technologies et les répercussions que ça peut avoir sur leur activité. Il faut bien comprendre qu'un chef d'entreprise aujourd'hui TPE-PME, c'est une personne qui gère de nombreux sujets, tels que la communication, la commercialisation, le RH, l'aspect financier. Et il n'est pas souvent évident, à part quand il est accompagné, mais encore faut-il qu'il ait envie d'être accompagné, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette transition. Alors, concernant, on va repartir avec vous, Mathieu, puis après Cyril. Concernant les commerciaux, vous m'aviez dit que sur 120 personnes, j'ai cité qu'ils sont 120 dans la boîte, 60 sont des commerciaux. Évidemment, c'est ça. Hein, 60 ont un rôle commercial. Ont un rôle commercial. Ce sont soit des commerciaux itinérants, soit des commerciaux sédentaires. Mais la moitié quelle est la répartition d'ailleurs entre les itinérants? C'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Alors, quelle est la stratégie de votre entreprise en termes pour équiper ces commerciaux, évidemment, en mobilité ou pas, en transformation numérique? La stratégie, c'est
de faire en sorte que les commerciaux itinérants passent le maximum de temps avec les clients. C'est-à-dire que, par exemple, un technico-commercial itinérant chez moi a interdiction formelle de faire une offre écrite à un client. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour me ramener des leads, des contacts, détecter des besoins, et ensuite la partie offre sera faite par une autre personne. En plus, on est sur un métier dans lequel, quand vous êtes sur un chantier de BTP avec un casque et des bottes et de la boue tout autour, c'est pas facile de sortir le PC, c'est même pas très bien vu. Vaut mieux sortir, vaut mieux sortir une bière qu'un PC, où c'est beaucoup mieux vu sur un chantier de BTP. Surtout le matin, c'est ça? Oui, surtout le matin, oui, bien sûr. Bien connu. Bien connu. Et surtout à 10h avec le casse-croûte, c'est bien connu. Le petit blanc, oui. Voilà. Donc non, nous, l'idée c'est de les équiper avec des outils extrêmement légers, donc de type smartphone, sur lesquels ils ont accès via Dynamics CRM à toutes les informations dont ils ont besoin en clientèle. Et dès que une offre doit être faite, c'est les équipes sédentaires qui s'en occupent via Dynamics CRM et via Navision. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on parle commercial, il y a avant, après aussi, j'imagine, il peut être en mobilité, c'est-à-dire voir comment ça s'est passé, faire un peu le suivi, etc. Par contre, tout ce qui est le cœur, ça reste, possible via les outils d'ailleurs, ça reste le commercial qui est chez vous, quoi. Oui, la grosse partie du boulot de production est effectuée en interne. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est chez vous, Cyril? J'imagine que vous devez avoir aussi un paquet de commerciaux ou un certain nombre pour proposer vos solutions. En plus, vous avez des dizaines et des dizaines de références de roulettes dans tous les domaines. Donc, oui, on peut presque parler de milliers. Oui, de milliers, oui. Mais non, j'étais beaucoup trop modeste. Alors, qu'attendez-vous de vos commerciaux à travers la révolution numérique, et qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, nous, nos commerciaux sont, j'ai tendance à dire, nos commerciaux sont des enfants, ils adorent avoir des jouets avec eux, et on leur en donne. Alors, ils ont bien sûr le smartphone, ça c'est indispensable. Oui. Ils ont leur PC portable qui doit être bien sûr le plus léger, le plus beau possible, avec des petits néons partout, etc., bien équipés. Ils ne savent pas toujours s'en servir complètement, mais c'est pas grave, ils l'ont. Et puis, ils ont la tablette numérique. Alors, la tablette numérique, c'est le dernier jouet qui est rentré. Enfin, ça fait quand même 1 an et demi maintenant qu'ils doivent tous avoir une tablette numérique. Et on leur a donné avec toute une série d'outils qui leur permettent de faire des démonstrations. Ça gagne en productivité? Alors, c'est chiffrable? C'est ce que j'allais dire, c'est assez difficile de chiffrer la productivité d'un commercial, si ce n'est à regarder le nombre de commandes et puis la valeur des commandes. Et alors, est-ce que ça augmente le nombre de commandes? Pas assez. pas encore et pas assez. On a quand même une croissance, si on regarde sur cette année, on a une croissance qui est de l'ordre de 5%, donc ça c'est pas trop mal. Mais l'an dernier, on a vu un petit raté qui pouvait aussi expliquer une part de ces 5%. Ceci dit, on y croit très fort et on pense que c'est juste un ramp-up et que ça doit se développer. Mais au-delà du matériel, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qui est sur le matériel, c'est-à-dire la partie logicielle. Et la partie logicielle, ça permet de faire des démonstrations aux clients. Alors on est dans un milieu, nous, un petit peu plus feutré. Hein. Ils n'ont pas essayé la bière, mais je vais peut-être leur en parler. Ouais. Surtout à l'hôpital, quand ils vont... Oui, surtout à l'hôpital. Quand ils livrent des roulettes à la PHP, ouais. Ça détend. Ouais. Donc, non, ce sont surtout les supports. Lorsque vous arrivez chez un client et que vous lui vendez des roulettes, les roulettes, pour les 2 tiers de nos clients, leurs roulettes, finalement, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils savent qu'ils ont besoin de déplacer quelque chose, ou que, en tout cas, le quelque chose qu'ils vendent a besoin de se déplacer, mais ils savent pas forcément quelle est la roulette qui est adaptée. Lorsque vous avez une belle démonstration qui leur explique que ce qui compte, c'est ce sur quoi ça va rouler, c'est le poids, c'est la vitesse à laquelle ça doit se déplacer, si c'est à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Et que vous avez toute une belle démonstration qui se fait, ça rassure vos clients. Et pour le coup, ils ont le droit de faire un prix et ils ont même le droit de repartir une commande. Est-ce que c'est quand même une nouvelle façon de vendre ou pas? C'est ça mon interrogation. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment. Complètement. Oui. C'est tout à fait une nouvelle façon de vendre. C'est vraiment de la démonstration. On n'a pas la possibilité d'avoir avec nous des milliers de roulettes, des milliers d'exemples. Par contre, tout est là sur la tablette qu'on pose sur la table. Et puis, en quelques clics du doigt, on est capable de faire la démonstration. Une démonstration qui est très proche de ce que le client réclame. Donc, on est complètement dans cette modification. Ouais. Alors, il y en a un de vous deux qui me disait au téléphone, je ne sais plus lequel c'est, que ça permettait même à la limite vous pouviez les abreuver en
en information sur la solvabilité, par exemple, des clients. Je ne sais pas si c'était vous. Oui, alors c'est moi. Ouais. Alors, effectivement, dans les outils, alors ça par contre c'est très récent, dans les outils que l'on a, on s'intéresse bien sûr quand on a un client ou un nouveau client, de connaître un petit peu sa solvabilité. C'est pas le tout de vendre un client, mais ce serait bien qu'après il puisse payer. Et puis, si on lui vend, on veut savoir un petit peu jusqu'où on peut lui vendre. Donc on reste quand même un peu prudent. Et donc ils ont maintenant, on met en place en ce moment un outil qui leur permet de suivre un petit peu la situation du client. Donc ils savent quelle est la taille de ce client, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en personnel. Ils peuvent savoir sa situation financière. Voilà, sa situation financière, savoir s'ils ont de la trésorerie, savoir s'ils ont eu des accidents ou pas. Et ça nous permet de dire on y va, on n'y va pas, et Oui, si on bien y sûr. va, dans quelles conditions. Ouais. Et c'est fiable. C'est relativement fiable, oui. Oui. Élie de Traviesco, les commerciaux, là aussi, à la CGPME, on connaît bien évidemment. Quel est un peu le message que vous voulez faire passer? Comment vous essayez de les accompagner? Et puis, il y a beaucoup de données qui circulent. Hein. Les commerciaux en ont beaucoup, là aussi, la question des données. Alors oui, les commerciaux, bon, c'est pas un sujet qu'on adresse en direct, mais qu'on adresse en indirect via les échanges que l'on a avec les chefs d'entreprise. Il est certain qu'aujourd'hui, que l'activité commerciale dans l'axe de la transition numérique a été un des axes avec les outils de production qui a été un peu plus privilégié par rapport aux autres, notamment l'aspect RH. Lorsqu'on regarde un petit peu l'utilisation des nouvelles technologies chez les adhérents de la CGPME, on s'aperçoit au niveau des commerciaux qu'il y a des tendances qui sont différentes, même s'il y a des similitudes au niveau de la mobilité. Aujourd'hui, comme vous le disiez très bien, il existe des outils qui rendent plus mobiles les commerciaux et donc plus interactifs avec une clientèle. Nous ne remarquons pas également de marge bénéficiaire évidente par l'utilisation des outils numériques. Par contre, nous pensons que c'est une question de temps et une question de meilleure appréciation de l'outil numérique. À savoir que la tablette, c'est bien, le smartphone aussi, c'est également bien, mais il existe des nouveaux outils qui vont arriver, qui sont plus proches des objets connectés et qui vont avoir aussi un impact sur toute la gestion des entreprises, aussi bien commerciale, RH que financière. Alors concernant la question de la cybersécurité, puisqu'on parlait là de données, d'objets connectés, de plus en plus en mobilité évidemment, et puis de plus en plus aussi de prestataires qui tournent autour et qui ont accès par la révolution numérique à un certain nombre de données des entreprises. Quel est le discours de la CGPME? Quel est le message que vous faites passer aux adhérents? Le discours de la CGPME depuis 2 ans, il a été très clair. On ne peut pas parler de transition numérique sans parler de cybersécurité. Et les exemples de l'actualité le démontrent très bien. Et nous, en tant que syndicat patronal, on ne peut pas prôner les nouvelles technologies sans mettre en garde les chefs d'entreprise par rapport à l'usage de ces nouvelles technologies. Pour donner juste un exemple, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, en France, vous avez des attaques cybercriminelles qui s'appellent les fraudes au faux virement du président. Oui, mais c'est surtout les grandes boîtes, ça, mais aussi les petites. Ça touche toute boîte qui a suffisamment de trésorerie pour intéresser des réseaux cybercriminels étrangers. Donc là, on s'aperçoit que malgré l'usage des nouvelles technologies, demain, un chef d'entreprise peut être mis en grande difficulté. On l'a vu dernièrement sur des PME, alors qu'on avait tendance à le voir sur des grands groupes. Oui, c'est ce que je disais. Où vous avez une société qui se retrouve en cessation et en grande difficulté. Donc le message de la CGPME, il a consisté à discuter, à dialoguer avec la NSSI. La NSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est une agence gouvernementale et qui nous a permis, après des échanges et un sondage, d'éditer un guide de bonnes pratiques sur les réflexes de cybersécurité à avoir au niveau d'une entreprise et quelle que soit sa taille. Donc vous avez un peu plus d'une dizaine de conseils d'usage de la sécurité qui sont bien sûr donnés gratuitement aux adhérents comme aux non-adhérents et qui aident les chefs d'entreprise à mieux appréhender la transition numérique. La cybersécurité, avec encore une fois vos commerciaux qui ont, et puis vos clients, enfin tout l'écosystème qui ont
accès de manière beaucoup plus facile aux données de l'entreprise, pour des questions d'efficacité, de rapidité, etc., voire de transparence d'ailleurs. Ça vous inquiète quand même ou pas? Non, Parfois. enfin, moi ça m'inquiète pas, ça inquiète mon DSI. Oui, c'est ça. Oui. Et je lui dis, mais vous inquiétez pas, vos données, comme on le disait tout à l'heure, elles sont beaucoup plus sûres dans Azure que dans votre bouclard, même si on a une sécurité incendie, etc., etc. Donc non, c'est pas quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me préoccupe. Et vous, Cyril? Ben, moi, je suis le DSI, donc forcément, je suis Oui, inquiet. ouais. Ah oui, il n'est pas que DAF. Hein. Oui, je ne suis pas que DAF. Non, c'est une vraie inquiétude. On sait qu'il y a du monde qui tourne autour de nous parce qu'on est une société qui est relativement rentable, parce qu'on ne se porte pas trop mal. On a eu quand même 3 tentatives, enfin, je veux dire d'escroquerie pour résumer, juste sur cette année 2015 et elle n'est pas terminée. Ouais. Dans les ateliers, la transformation numérique, alors vous nous en avez un peu parlé, aujourd'hui vous êtes dans une logique de just-in-time pour vos clients, c'est un argument commercial et puis comme parfois ils sont un peu juste en trésorerie, etc. Bon, donc ça veut dire que la transformation numérique, et à travers les outils, etc., va jusqu'aux ateliers, va jusqu'à la manutention, va jusqu'à la logistique, etc. Voilà, tout à fait. On est équipé de transstockers, c'est-à-dire d'outils qui sont capables d'aller chercher nos composants. Et ça, bien sûr, ça passe par le numérique. Et pour le just-in-time, on a développé maintenant un produit qu'on appelle le produit 24 heures, c'est-à-dire que sur une gamme de produits relativement standards, sur lesquels on sait qu'on a des rotations assez rapides, on a mis en place des outils qui permettent dans l'atelier de fabriquer et donc d'expédier dans les 24 heures un produit. Ce qu'aucun de nos concurrents n'est capable de faire aujourd'hui. Mais s'ils m'entendent aujourd'hui, ils vont peut-être s'y mettre. Voilà, donc ça permet effectivement, dans la logique de rentabilité vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire faire moins de stock puisqu'ils sont dans le just-in-time, ça permet une meilleure croissance. Et ça, c'était bien sûr irréalisable sans l'outil numérique. Donc ça a transformé également les habitudes de travail de nos ouvriers. Alors, et chez vous, Mathieu Gilles, alors vous, il y a les chantiers, mais enfin, il y a aussi la vente de matériel, la vente de pompes, l'entreposage de celles que vous louez, etc., etc. Donc, il y a aussi toute une activité, j'imagine, dans vos ateliers, dans vos entrepôts, etc. En quoi la numérisation va jusque-là? Alors, nous, la numérisation qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui dans les ateliers se fait sur l'identification des produits. On a à peu près 2500 matériels dans notre parc location. Ce sont des matériels qui sont susceptibles de partir dans la minute pour revenir soit suite à une période plus ou moins longue de location. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que quand vous mettez, donc en l'occurrence une pompe, vous mettez un numéro d'identification. Quand le matériel revient, si la pompe a passé 2 mois dans du béton, vous ne pouvez pas lire le numéro. Donc on est en train de travailler sur un système avec des puces RFID qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de nos matériels pour pouvoir les identifier beaucoup plus facilement quand ils reviendront. Ça permet d'éviter les erreurs humaines, ça permet de fluidifier toute la chaîne logistique à partir du moment où la pompe entre jusqu'à ce qu'elle passe dans les ateliers et de pouvoir donc mettre plus rapidement à disposition des clients plus de matériel. Par rapport donc aux anciens systèmes que vous aviez, qui existaient, mais qui n'étaient pas du tout aussi performants. L'ancien système se base quand même beaucoup sur la lecture par quelqu'un d'un numéro sur une pompe qui, encore une fois, peut avoir été effacé, abîmé, ce qui nous pose ensuite un certain nombre de problèmes. Donc on va équiper l'ensemble des opérateurs avec des systèmes j'appelle ça des douchettes, mais des scans qui vont permettre d'aller interroger des puces RFID dans les matériels. Tout ça, c'est facile à mettre en place ou vous avez besoin de prestataires, d'entreprises comme 3LI par exemple, pour réfléchir et après implémenter, mettre en place cette transformation numérique? C'est, à mon sens, impossible à mettre en place seul. Même avec la meilleure volonté, même avec de très bonnes équipes en interne. Notre métier, c'est de vendre, de louer du matériel de pompage. Ce n'est pas de déployer des solutions informatiques dans l'entreprise. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de partenaires. On travaille avec 3LI depuis très longtemps. Toute l'implantation de l'ERP, qui est finalement la colonne vertébrale un peu de notre processus, de nos processus et de l'entreprise, a été faite avec 3LI. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager de mettre en place une solution, par exemple, de scan de puces RFID sans le faire avec 3LI ou sans en avoir parlé avec eux. On en a déjà parlé avec eux, on sait que le logiciel est prêt pour, mais on ne peut pas mettre ça en place tout seul.
Et Et puis vous moi, aussi- j'ai une personne au service informatique, donc. Ouais. ça fait pas Oui, la beaucoup. priorité, c'est le commercial, quoi. La Évidemment. priorité, c'est le commercial, et la priorité pour mon DSI, c'est de faire en sorte de me mettre à disposition et de mettre à disposition des commerciaux de l'information. Des statistiques, de l'info, des outils, qu'on puisse faire de reporting, qu'on puisse cibler des offres, qu'on puisse cibler des clients. Donc on ne peut pas tout faire. Cyril, vous, même question, Bah, même écoutez, punition, j'allais dire. Oui, oui, oui. De toute façon, on a passé un accord avec 3Eli. On ne fait pas d'informatique, ils ne vendent pas de roulettes. Non, non, bien sûr, on a besoin d'être accompagné, c'est évident. On a un service informatique, on a de l'informatique, certes, mais on ne fait pas ou quasiment pas de développement. Enfin, non, on ne fait pas du tout de développement d'ailleurs. Donc voilà, la mise en place, elle est toujours un petit peu compliquée parce que le prestataire ne sait pas forcément où on veut aller. Donc ça donne lieu à des échanges. Et puis, de temps en temps, nous-mêmes, on ne sait pas trop où on va exactement. Donc, il y a des retours en arrière, mais ils sont patients. Hein. Il y a des retours en arrière, on revient, on modifie, on corrige. Ouais. Mais par exemple, est-ce que vous avez une stratégie en termes de cloud? Et est-ce qu'ils peuvent vous aider à vous y retrouver? Alors, pour l'instant, on a virtualisé tous nos serveurs, ça c'est fait. Mais je considère pas encore que ce soit réellement du cloud, puisque le cloud, pour moi, il C'est faut pas que ce soit externalisé, c'est ça? externalisé, Oui, d'accord. absolument. Ouais. Voilà. Alors, mais j'imagine qu'ils peuvent m'aider, oui. Vous, par exemple, sur le cloud, quelle est votre stratégie et en quoi vous pouvez être épaulé? Alors, ma stratégie est qu'à terme, il n'y aura plus un serveur dans l'entreprise, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous sommes dans la même situation que monsieur, c'est-à-dire que nous avons virtualisé un certain nombre de choses, mais on a encore des serveurs qui tournent chez nous. L'objectif fixé à mon DSI et d'ici 24 mois, c'est qu'il n'y ait plus un serveur dans l'entreprise. Nous avons tout ce qui est serveur de mail et stockage d'informations, entre guillemets, enfin fichiers classiques, n'est déjà plus dans l'entreprise. Demain, il faudra que Navision soit à l'extérieur de l'entreprise. Alors, Élie, je ne sais pas si à la CGPME, vous pouvez mettre à la place d'un prestataire, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui à vos adhérents, aux entreprises adhérentes, en termes de formation au sens large, y compris sur un sujet aussi technique que le cloud, par exemple? Est-ce que ce sont des choses que vous prévoyez, que vous avez en tête, que vous avez en calendrier pour vos adhérents? Oui, oui, bien sûr. Et c'est une question très intéressante. Et la première vocation de la CGPME, c'est d'informer les chefs d'entreprise. Et je ne priverai pas donc d'informer Mathieu que sur les enjeux de cybersécurité, il y a un code pénal. Je vous invite à le lire. C'est l'article 226-17. La sentence, c'est 300 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous gérez un système d'information, vous avez une obligation légale de le sécuriser, de sécuriser aussi bien les données relatives aux clients que les données relatives aux salariés. Pour revenir donc sur Et ça, vous allez pouvoir le lui apprendre à travers un atelier que vous allez mettre en place, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais, voilà. Donc c'est un atelier où il y a aussi d'autres possibilités de mieux le comprendre. Donc la CGPME, dans son rôle de sensibilisation des chefs d'entreprise, va mettre en place des ateliers pratiques de sensibilisation à des différentes nouvelles technologies. Donc celles qui ont été identifiées aujourd'hui sont le big data, qui est une nouvelle on appelle ça le nouvel Eldorado, d'un point de vue informatique, le cloud, la mobilité et le crowdfunding. Donc le crowdfunding, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des nouvelles solutions qui permettent à des chefs d'entreprise de rechercher des financements participatifs sans forcément solliciter son établissement bancaire. Et sur les enjeux du cloud, qui est aujourd'hui le sujet qui en relève le plus d'intérêt, il y a bien entendu une meilleure appréciation à avoir du cloud. Sans parler de l'enjeu sécurité, il y a un enjeu contractuel où deux économies s'opposent, à savoir que hier vous étiez engagé par rapport à vos clients ou par rapport à vos partenaires à avoir certaines données en propre dans vos locaux. Demain, où sont-elles? Et par rapport à des futurs incidents, quelles seront les répercussions et quelle sera votre réaction? Et donc ça, c'est un atelier que vous montez parce que c'est une des remontées les plus importantes de vos adhérents, c'est le cloud. Ben aujourd'hui, en interrogation. Aujourd'hui, oui, le cloud, depuis un peu plus d'un an, je pense qu'on en entend parler dans tous les magazines informatiques, on en entend parler chez tous les prestataires qui savent. Donc de ça quoi ils descend parlent. jusqu'aux adhérents. Oui, oui, bien sûr. Donc nous, on fait des sondages assez réguliers et ça nous permet de remonter un petit peu les attentes. Les attentes du terrain. Et le cloud, quelles que soient les industries, que ce soit de l'industrie, du service, de l'artisanat,
c'est un sujet qui est d'actualité parce qu'effectivement, il permet de déporter un certain nombre d'activités qui étaient gérées en interne et de la même des manières, déporter sa maintenance, sa gestion. Et c'est peut-être ce que vous cherchez à faire à travers vos différentes démarches internes. Alors Mathieu, la transformation numérique coûte-t-elle cher pour une entreprise comme la vôtre? Elle coûte beaucoup trop cher. Au sens large, hein, je ne parle pas, il n'y a pas que les prestataires, mais au sens large. Oui, c'est un coût certain, mais on ne se pose pas la question aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le choix. Je vous dirais, à mon sens, ça coûte moins cher que ça coûtait précédemment. Il y a quand même un certain nombre de postes sur lesquels les prix ont fortement diminué. Aujourd'hui, l'avantage que je trouve vis-à-vis des nouvelles offres qui nous sont faites, c'est de pouvoir avoir une facturation qui se fait plus à l'usage. Moi je sais aujourd'hui, parce que mais quand j'embauche un commercial, j'ai un pack qui va avec, qui m'est fourni, dans lequel j'ai mes licences Office, les licences CRM, une assistance. Tout ça c'est fait, je sais, voilà, je paye à l'usage. Donc ça coûte cher, mais un petit peu moins cher qu'avant. Est-ce que ça coûte très cher d'avoir la personne formée qui peut gérer la communauté, par exemple, qui peut gérer le site, etc. Ça, c'est quand même des choses qui se sont rajoutées, des charges qui se sont rajoutées. Parce que maintenant, il ne faut pas seulement avoir un site dormant, il faut être toujours en permanence en train de le modifier, de l'alimenter. Pareil pour le manager de communauté, si un jour vous en aurez un. Oui, alors ça, idem, ce sont des choses que nous avons décidé d'externaliser. On a essayé un peu toutes les solutions, d'avoir quelqu'un en interne, d'avoir quelqu'un en externe. La meilleure solution pour nous, en tout cas, de notre point de vue, c'est d'externaliser. Ça permet d'avoir une veille permanente sur les besoins, sur les évolutions. Encore une fois, d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Jusqu'à présent, on a parlé de la partie nouvelle techno en interne. Il y a effectivement ce dont on n'a pas parlé, qui est le site web, les réseaux sociaux, etc., où même une société comme la mienne se doit d'être. Je suis étonné de voir que je reçois des contacts via le site web de clients, dont les commerciaux devraient connaître l'adresse, la date d'anniversaire et passer leur soirée au Parc des Princes avec eux. Et non, cette personne prend contact avec nous via notre site internet. Donc, pour de la location de pompage, de matériel de pompage. Pour de la location de matériel. D'où l'importance d'avoir... c'est pas évident d'y penser. D'où l'importance d'avoir quand même une présence sur la toile et sur les réseaux sociaux importants. Et nous, ça, encore une fois, on a décidé de passer par un prestataire externe. Cyril Beauchamp, vous aussi, même question. Tout ça coûte cher et pour quelle palette de prestations? En fait, effectivement, oui, ça coûte cher, ça coûte même horriblement cher. Après, tout dépend ce que l'on veut faire. Par contre, ce qui pourrait aussi coûter très, très, très cher, ce serait de ne pas le faire. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est... donc du coup, le coût... mais le coût est toujours difficile à mesurer parce que ça coûte cher, oui, mais par rapport à quoi et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, et malheureusement, on n'en voit pas immédiatement le résultat. Voilà. Bon, ensuite, sur la question que vous posiez sur le fait d'embaucher, je pense que ce serait une erreur. D'abord, comme je vous disais tout à l'heure, nous, notre monde, c'est la roulette, c'est pas du tout l'informatique. Et qui plus est, les secteurs sont tellement vastes et tellement différents qu'il nous faudra à chaque fois un nouveau spécialiste. Donc finalement, le spécialiste, on passe par des sociétés extérieures. Il y a un autre élément dans notre cas qui est un petit peu différent de votre situation, c'est que nous mutualisons, puisque nous faisons partie d'un groupe, et c'est un groupe international. Donc la société mère, de temps en temps, va mutualiser. Alors je pense notamment à notre site internet, et ce site est valable pour l'ensemble des filiales du groupe. Mais vous aurez besoin d'un manager de communauté, ou vous l'avez peut-être déjà dans les roulettes? Alors oui, et on l'a déjà, mais il est en Allemagne. Ah oui. Et c'était l'exemple que je vous donnais. C'est à ça que je pensais. Enfin, je pensais entre autres à ça. Enfin, s'il est en Allemagne, on n'est peut-être pas non plus dans la même complicité, la même collaboration avec les clients, etc. Et via la communauté. Oui, enfin, si ça se passe, enfin, sur chaque filiale, on a également un responsable marketing qui fait le lien et qui parle allemand, bien sûr. Ouais. Alors, Élie, comment vous voyez les choses pour la transformation numérique
dans quelques années, est-ce que l'ensemble des PME ils seront convertis? Parce que je voudrais vous livrer un petit, là, en préparant cette table ronde, j'ai retrouvé cette enquête de Salesforce qui ont interrogé 100 PME, et c'est assez révélateur. 27% aujourd'hui des sociétés, des PME, hein, alors des très grosses TPE doivent être aussi intégrées dedans, je pense, n'ont toujours pas de site internet, ce qui paraît absolument incroyable. 37% ne sont pas sur les réseaux sociaux, bon ça on peut comprendre un peu plus. Et 55% n'ont toujours pas de solution CRM, qu'elle soit classique ou dans le cloud. Nous avons des statistiques qui sont assez proches de celles que vous venez d'énoncer. En premier lieu, je souhaiterais revenir sur la question que vous avez posée sur le coût, parce que c'est aussi une question qu'on nous pose. De ce que l'on voit, c'est certain que aujourd'hui ça coûte, et j'aime beaucoup votre comparaison qui est de dire que ça pourrait coûter plus cher si on n'y allait pas à terme. Donc aujourd'hui, la transition numérique a un coût, qu'on soit un artisan, une TPE ou une PME, c'est certain. Par contre, il y a un gain de productivité et de compétitivité qui est indéniable. Et si on prend l'exemple de la communication et notamment des community managers, les gens qui interviennent sur les réseaux sociaux pour porter l'image et l'identité de l'entreprise, il faut savoir qu'à la CGPME, nous en avons 2. Donc nous ne les avons pas pour le plaisir de les avoir, nous les avons juste parce que c'est un moyen très simple d'être proche de nos adhérents et de mieux communiquer de manière plus interactive sur des canaux où il est plus facile aujourd'hui de trouver des clients que de les trouver à travers des documents papier. Oui, oui, bien sûr, mais la CGPME n'est pas une entreprise aux dernières nouvelles. Non. C'est une organisation, etc. Donc bon, voilà, ça paraît effectivement tout à fait logique que vous soyez là-dedans. Mais est-ce que vous pensez que cette numérisation quand même va grandement progresser assez vite et qu'on n'aura pas ce genre de chiffres qui paraissent encore assez étonnants quand Alors, si on reprend l'enquête de Salesforce. Ce qu'il faut suivre aujourd'hui, c'est l'évolution des acteurs du marché de la filière numérique. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 6 ans, je pense qu'un site internet, on le facturait, on le commandait pour 10 000 €. Et aujourd'hui, vous avez des gros acteurs français qui vous vendent un site internet de la même qualité pour 1 000, 1 500 €. Donc à partir du moment où le panier descend, l'usage augmente. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions éventuellement à leur poser? Il nous reste 3-4 minutes. Ils ont été assez passionnants parce que tous, ils sont Et encore une fois, ce sont des entreprises traditionnelles. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont été choisis des entreprises traditionnelles avec des belles PME qui font quand même 20 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais quand même qui ont des interrogations et qui doivent s'adapter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour à travers leur expérience? Pierre, est-ce que vous voulez... Ah non, madame. Ah oui, pardon, je voyais mal. Alors, allez-y, monsieur, et puis après, madame. Alors, monsieur, au fond, voilà. Si vous voulez vous lever, vous présenter, parce que je ne vois pas bien avec la lumière. Bonjour, Brahim El Hanafi, Société Vocto. Société Vocto. D'accord. Donc nous sommes aussi acteurs de la transformation numérique. Moi j'avais une question pour les dirigeants d'entreprise, c'est de savoir, alors est-ce qu'en interne vous avez identifié un monsieur numérique ou ce qu'on appelle un CDO? Si c'est le cas, quel est son profil? Voilà, ça m'intéresse de voir quel est le profil de ce type de personne. Ben vous, c'est votre DSI, c'est ça? Non, non, la personne qui s'occupe du numérique porte un costume bleu marine, des chaussures marron, une cravate bleue. Et porte la barbe? Et porte la barbe. D'accord. Non, non, c'est... Bon, mais pourquoi c'est pas votre DSI? Puisque vous avez un DSI, vous m'avez dit. Parce que c'est une histoire de profil. C'est-à-dire que c'est un DSI je dirais traditionnel. À l'ancienne, d'accord. Un peu à l'ancienne. On dit que vous êtes moderne, jeune et dynamique. Je ne dirais pas ça. C'est vous qui prenez en charge le digital. Non, on peut pas être sur tous les fronts. On ne peut pas être sur à la fois développer un ERP dans une entreprise où on a 7 agences, 120 salariés, s'assurer que tout ça fonctionne et en même temps avoir la réflexion de ce que pourrait être demain le développement numérique, etc., etc. Je trouve que c'est un petit peu compliqué. Chez vous, Cyril? Non, on n'a personne de vraiment désigné. En fait, ça se passe entre le DSI que je suis et notre ingénieur informatique, qui est donc le responsable de l'informatique. Et finalement, c'est une réflexion partagée.
Et puis ensuite, nous l'apportons à notre patron qui, visiblement, a peut-être moins de passion pour l'informatique que la vôtre. À terme, vous réfléchissez à avoir un CDO parce que vous ne pourrez pas tout faire et qu'effectivement, déjà, faire marcher les systèmes informatiques extrêmement complexes, c'est déjà une tâche à temps plein. Pas encore, mais vous m'inspirez. Juste en complément par rapport à la question, ce qu'on aperçoit aujourd'hui, c'est que le directeur informatique, donc le DSI, est une personne, bon, j'ai rien contre les DSI, je les aime beaucoup, je travaille avec eux, mais c'est une personne qui a eu une omniprésence au fur et à mesure des années et de l'avancée de la transition numérique. Aujourd'hui, on s'aperçoit, malheureusement, qu'un DSI ne peut pas porter seul la casquette de la transition numérique. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui est très transversale et qui peut toucher tous les métiers de l'entreprise. Et ce qu'on voit dans les évolutions technologiques, c'est que le DSI est plus limité, enfin renvoyé vers des fonctions de support. Et si on regarde bien ce qui se passe, c'est que la fonction DSI a tendance à être externalisée à l'entreprise par la virtualisation, par le cloud, etc., etc. Et apparaît une nouvelle fonction au sein de l'entreprise, très proche des connaissances du DSI, qui est le monsieur numérique de l'entreprise. On le voit très nettement dans les grands groupes français et on le voit arriver sur des PME très performantes. Madame, je crois que vous aviez une question à poser. Oui, tout à fait. Nathalie Sauclière de la société SHI International. J'ai une question qui vient justement dans la foulée de ce que vous êtes en train d'évoquer, à savoir que les projets de transformation numérique ne peuvent pas incomber seulement au DSI, mais inversement, doivent-ils incomber seulement aux dirigeants ? Pourquoi je pose cette question ? Parce que Élie Travesco l'a dit tout à l'heure et Pierre Vasco également ce matin, si la tête ne veut pas, ça risque d'être compliqué. Il avait l'air de dire au début que la tête voulait quand même de plus en plus. Alors la tête... Pas toujours. Alors pas toujours, ça dépend encore des secteurs d'activité. Il est vrai qu'il y en a certains qui sont plus réticents que d'autres parce que le numérique, et je dirais les évolutions technologiques, n'ont pas encore tapé à leur porte. De ce qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun secteur économique qui va être épargné par la transition numérique. Ce que vous disiez très justement, c'est qu'on ne peut pas décider. Si la tête ne décide pas, le corps n'avancera pas. Mais malgré cela, il y a un décideur dans l'entreprise. Donc s'il n'est pas en mesure de décider, c'est qu'il est peut-être mal conseillé, tout simplement. D'accord, donc vous croyez à l'évolution naturelle ou la sélection naturelle ? Oui, la sélection naturelle du marché, qui, si c'est pas vous, si c'est pas lui qui le fait, ce seront ses concurrents qui le feront, ce seront ses concurrents qui gagneront des parts de marché et ses employés qui changeront de société pour rester sur une société dynamique. Donc comme on part du principe que tous les patrons sont des gens très intelligents, nous avons de bons espoirs sur le développement de la transition numérique, quels que soient les secteurs économiques. Bon, la CGPME qui est donc darwiniste. Monsieur, vous aviez une question ? Bonjour messieurs, Kevin Itzhak de la société Storia Intima. De la société ? Storia Intima. Voilà. N'hésitez pas à bien la vendre, votre société, à bien l'articuler. Voilà. Concernant les serveurs pour les hébergeurs, c'est pas un problème, ça peut pas être un problème de les extérioriser parce que avec la perte des données, si c'est un problème avec la perte des données, mais aussi un problème avec les hackers justement. Alors voilà, ce sont des termes que j'aime beaucoup. Donc si on parle de perte de données, je vais vous répondre PCA, PRA, un plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité. Si on parle de externalisation des données, je vous dirais, vous avez aujourd'hui des solutions pour externaliser vos données et qui restent sur le territoire français ou le territoire européen, tout comme vous pouvez choisir de les externaliser aux États-Unis. Donc je vous invite à bien lire les conditions générales de vente ou voir avec les différentes solutions ou les différents commerciaux que vous rencontrerez dans quelle mesure ils vont pouvoir vous garantir une reprise d'activité si jamais ils avaient un problème.
Mais En règle- comment dirais-je, vous donnez le conseil de les externaliser en France ou en Europe. Alors ça dépend du secteur d'activité. Ouais. Il faut être, je pense qu'aujourd'hui, il faut être honnête. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus ou moins sensibles ou plus ou moins réglementés et il est préférable de rester en Europe. Et c'est encore mieux en France, bien entendu. Mais il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas du tout réglementés, soumis à ces contraintes-là, où là, la loi du marché doit être respectée. Et donc, des offres anglo-saxonnes ou américaines sont aujourd'hui quand même très agressives, encore par rapport à des offres françaises. Et on travaille justement avec, au sein de la CGPME, à essayer de voir dans quelle mesure on pourrait arriver, d'un point de vue, bon, on est un petit peu rêveur, d'un point de vue fiscal, à ce que les sociétés françaises soient avantagées à choisir des solutions cloud françaises. Pour deux raisons. La première, c'est au niveau de la protection des données et la deuxième, c'est au niveau de la sauvegarde de la compétitivité des entreprises. On s'aperçoit dans l'actualité qu'aujourd'hui, il y a des gouvernements qui, pour X raisons, ne se privent pas, malheureusement, de certaines pratiques proches de pratiques de hacking pour collecter de l'information et ainsi rendre plus compétitive leur entreprise. Donc nous pensons, par contre, que le gouvernement, demain, devrait favoriser et compenser l'écart tarifaire qu'il peut y avoir entre des offres cloud françaises et des offres cloud américaines, par exemple. Je ne sais pas si ça passerait d'un point de vue constitutionnel, mais ce que vous dites est intéressant. Pour compléter, j'aime bien le terme que vous employez de plan de reprise ou plan de continuité. Nous, on a fait le test. On a simulé un incendie du siège social. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a aucun doute. Les serveurs, tout ce qui était serveur interne, donc on suppose avoir brûlé, on met des jours à repartir pour toutes les données que l'on avait externalisées qui sont chez un prestataire externe chez qui on a une sauvegarde de données en France. On a la possibilité de reprendre l'activité via une agence qui, elle, normalement, n'a pas brûlé. Si mes 8 agences brûlent en même temps, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais on peut reprendre à distance l'activité quasiment dans la journée. Après, quoi. Oui, dans la journée. D'accord. Il y a une dernière question, juste. Oui, madame. Laurence Lombard, je suis désolée, je reviens avec mes questions ressources humaines. Voilà, je ne sais pas si je suis le métier le plus représenté dans la salle. J'avais 2 questions pour Monsieur de Traviesco. La première, c'est est-ce que c'est un sujet de dialogue social, les NTIC, sachant que le dialogue social dans les PME n'est pas toujours une partie de plaisir, peut l'être, mais pas toujours. Deuxième point, c'est l'impact sur les métiers. Vous aviez déjà évoqué le métier du DSI. Est-ce que vous voyez d'autres métiers transformés, destruction et création, notamment dans ces métiers? Je vais répondre dans le désordre. La première fonction qui évolue aujourd'hui, c'est la fonction de chef d'entreprise. Où on parlait d'outils de mobilité pour les commerciaux. La première personne qui doit être mobile dans une entreprise, c'est avant tout le chef d'entreprise. S'il ne peut travailler que quand il est à son bureau, je pense que ça pose un problème parce que ce sont souvent des gens qui travaillent 6 jours sur 7. Il est évident que dans l'entreprise et suivant les métiers, il y aura un impact, c'est certain. Mais pourquoi? Pour gagner en compétitivité et gagner en productivité. Maintenant, sur ce qui concerne le dialogue social, eh bien, on s'aperçoit aussi que la transition numérique a touché les problématiques de dialogue social. Et vous avez aujourd'hui des solutions, je ne vais pas en citer, mais qui permettent de créer un réseau social interne à l'entreprise. Donc le réseau social interne à l'entreprise, il faut imaginer un Facebook limité à l'entreprise, hein, c'est pareil, les salariés partagent leurs idées, partagent leurs sentiments, et c'est ce qui permet à une direction de ressources humaines de mieux capter l'insatisfaction et de valoriser la satisfaction. Et qui facilite aussi, bien sûr, le lien entre les différentes strates dans l'entreprise. Bon, eh ben, très bien. Je pense qu'il y avait encore une question. Allez, on va essayer rapidement parce que pour qu'on respecte les horaires, mais c'est bien comme quoi vos discours et puis ce que dit la CGPME trouvent de l'écho. Oui, bonjour à tous. Marie-Pierre L'Hôpitalier, je suis avocat. Et c'est juste pour rebondir sur les données, bien sûr, pour compléter. Il faut non seulement, donc il y a les coûts, il y a la protection évidemment des données, le hacker, il y a aussi la CNIL. Donc lorsque les données sont hébergées dans un pays autre que la France, il ne faut pas oublier d'informer la CNIL qui va, elle, informer ses homologues européens et voire même interdire si ça part dans un pays autre qu'en Union européenne. Voilà. Donc il faut faire la démarche, hein, soi-même. Il
faut faire de la démarche soi-même. Oui, mais Ok. c'est pas la CNIL qui va venir. Oui, si oui, elle bien vient, sûr, c'est non. des contrôles. Hein. Bien sûr. Enfin, je veux dire, alors, est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui perçu? Ils ont le réflexe de le faire ou ça paraît complètement délaissé? Bah, j'espère que oui. J'espère Vous qu'il y espérez a que des oui. réflexes. Juste en complément sur cette question et en mot de fin, nous discutons en ce moment avec la CNIL justement sur l'enjeu de la donnée personnelle. Donc l'enjeu de la donnée personnelle, on ne demande pas aux gens de protéger ou les données personnelles pour se faire plaisir, on leur demande parce que l'utilisateur, la donnée utilisateur demain est une des pièces de la transition numérique et de l'économie numérique. Donc aujourd'hui, la problématique de la CNIL, c'est que tout le monde connaît, enfin je vais faire une généralité, beaucoup de chefs d'entreprise connaissent, par contre beaucoup de chefs d'entreprise ne connaissent pas son utilité et ses obligations qui y sont associées. Voilà. Bon, eh ben, ils viendront vous voir, vous pourrez leur donner des conseils, des cours à travers les modules que vous disposez à la CGPME. On va les applaudir chaudement si vous voulez bien, parce qu'ils ont su nous dire beaucoup de choses en 3 quarts d'heure. Merci à tous les 3. Nous nous retrouvons à 13h30 pétante, si vous voulez bien, donc dans 50 minutes, parce que nous aurons le plaisir d'accueillir Francis Morel, le PDG du groupe Les Échos, qui est probablement, je ne fais pas de publicité pour eux, mais un peu, le groupe qui est le plus engagé dans la digitalisation, encore que le Figaro, c'est pas mal aussi. Et puis, comment il arrive à monétiser surtout la digitalisation dans un secteur où ce n'était pas gagné d'avance. Et il sera là très précisément à 13h30. Donc je compte sur vous pour lui réserver le meilleur accueil. Francis Morel des Échos. Merci à vous, à tout à l'heure.